Ce soir, nous recevons Assoumani Boudagwa, auteur de l'ouvrage Noir, Blanc, Métis, la ségrégation des métis du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Plus de 30 ans qu'il travaille sur la question, l'occasion de revenir sur son parcours. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique, Assoumani Boudagwa. Merci pour l'invitation. C'est assurément une actualité que vous avez suivie la semaine dernière. 58 ans après son retrait du Congo-Kinshasa, la Belgique s'excuse auprès de ses enfants métis enlevés, des enfants arrachés à leur mère puis envoyés dans des institutions religieuses en Belgique. À leur arrivée, certains ont été abandonnés à leur propre sort et n'excluent pas d'intenter une action en justice. On regarde ce reportage RTBF et vous réagirez juste après. Ils sont des dizaines à faire la file pour assister à la séance plénière de la Chambre. Dans le public, une majorité de métis nés de parents belges et congolais, rwandais ou burundais. Des enfants enlevés à leurs parents et qui ont été envoyés dans des homes ou adoptés en Belgique à la fin de la colonisation. Ils sont venus écouter les premières excuses d'un gouvernement belge 60 ans après les faits. Au nom du gouvernement fédéral belge, je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. La Chambre qui a ensuite respecté une minute de silence en hommage à toutes les victimes. Un premier pas dans la bonne direction pour ceux qui se battent depuis des dizaines d'années pour être enfin reconnus. Maintenant, on reconnaît qu'il y a eu une faute. Donc cela veut dire que les gens qui n'ont pas de documents, les gens qui n'ont même pas de carte de naissance ou qui ne connaissent pas leur date de naissance, et maintenant ils pourront le voir d'une façon légale. Monique Fernandez était également présente. Sa maman a été enlevée à l'âge de 3 ans par les autorités locales. Elle a été confiée à une congrégation religieuse au Congo. Des religieuses qui sont parties du jour au lendemain en abandonnant tout simplement les enfants sur place. Il y avait des bébés, il y avait des petites filles de 3-4 ans jusqu'à 11 ans. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées toutes seules, sans nourriture, personne qui les garde, personne qui les protège, rien. Certains enfants sont décédés, d'autres, comme la maman de Monique Fernandez, ont été battus et violés. Elle ne se satisfait donc pas de simples excuses publiques. L'État belge n'a pas été un bon père pour tous ces enfants-là. Et venir 70 ans plus tard pour s'excuser, c'est pas assez. C'est pas assez. Avec d'autres familles, elle envisage une action en justice contre la Belgique. Pour son avocate, les faits reprochés à l'État belge pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité. Assoumani Boudagwa, qu'avez-vous ressenti en entendant les excuses du Premier ministre belge? Il faut savoir que j'ai participé à l'élaboration de la résolution qui a conduit à la déclaration du Premier ministre. Un point qui était un point essentiel, c'était la reconnaissance de la ségrégation dont les métis ont été victimes pendant la période coloniale et les enlèvements forcés dont ils ont été l'objet. Il s'agit ici de la ségrégation pour tous les métis nés pendant la période coloniale. Alors que dans les reportages, souvent, on laisse entendre que c'est seulement les enfants métis qui ont été amenés en Belgique. Le rapt d'enfants métis a commencé déjà en Afrique. Et ensuite, il y a eu un deuxième rapt, les amenant sans le consentement de leur maman en Belgique. Ces excuses, c'est une victoire inespérée pour vous? Je ne veux pas parler de victoire parce qu'en ce qui me concerne, il ne s'agissait pas d'un combat. Il s'agissait d'une démarche, une démarche dont je constate 3 éléments importants. 1, l'aboutissement est historique. En effet, pour la première fois, la Belgique reconnaît ses torts, même si les termes utilisés sont plus ou moins édulcorés. On parle de droits fondamentaux et non pas de crimes contre l'humanité. Je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. L'essentiel, c'est que pour la première fois, la Belgique reconnaît qu'elle a commis des crimes, reconnaît qu'elle a commis une faute. Pour la première fois aussi, une résolution a été votée à l'unanimité nord-sud, opposition-majorité. Pour la première fois, on sent qu'il y a un effort pour s'ouvrir vers la meilleure connaissance des pages considérant la colonisation. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect symbolique. L'aspect symbolique en ce sens que la déclaration et les excuses ne retirent pas les souffrances, ne retirent pas les chagrins des mères, ne retirent pas les traumatismes transgénérationnels. Et justement, vous comprenez ceux comme Monique qui attendent plus que des excuses? Bien sûr, bien sûr. Mais dans la résolution même, dans la déclaration, ça n'apparaît pas très clairement, mais dans la résolution, il était question de réparation par des moyens moraux et administratifs. Il était question de construire une stèle
ou toute autre marque de mémoire. Je constate par exemple que le Premier ministre n'a pas évoqué une seule fois cette partie mémorielle. Et donc je comprends, et Monique fait partie d'une génération qui, elle, se dit « nous ne voulons pas nous taire, la souffrance de nos parents se transmet sur nous-mêmes et il est grand temps qu'on aille beaucoup plus loin ». Mais je pense que très rapidement, il faut se rendre compte que nous sommes dans un état de droit, qu'on ne change pas les lois subitement et qu'il faut peut-être voir les arrêtés d'exécution et la manière dont les fonctionnaires vont essayer de traduire cela de manière très très concrète. Alors j'aimerais qu'on revienne sur votre travail. Comment vous êtes tombé la première fois sur l'histoire de ces enfants métis enlevés? Alors c'est une démarche, c'est le résultat, comme je l'explique dès les premières pages de mon livre, c'est le résultat d'une démarche à la fois intellectuelle et humaine. Humaine parce qu'un jour, en voiture, j'entends à la radio qu'un député socialiste belge et un journaliste se sont fait arrêter à l'aéroport d'Alger où ils essayaient de kidnapper les enfants d'un couple mixte belgo-algérien. Soudain, j'ai pensé aux enfants métis de ma cousine. Je lui ai écrit, elle m'a donné son récit et m'a demandé de dire à ses enfants, si jamais je les retrouve, de leur dire qu'elle ne les a jamais abandonnés. Peu de temps après, une autre maman m'a demandé de rechercher son enfant. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que des enfants qui n'étaient pas orphelins se sont retrouvés dans un orphelinat? Pourquoi est-ce qu'on les a transplantés en Belgique à un moment donné? Et c'est comme ça que peu à peu, et ça c'est la deuxième partie des démarche intellectuelle, où je me suis dit, il faut que je comprenne. Et quand j'ai compris, j'ai voulu partager. Alors, voilà un petit peu l'historique de ce travail. On a entendu, vous êtes vous-même d'origine congolaise. Quand vous étiez petit, que disait-on sur ces métis au pays, en RDC? Alors, il y avait plusieurs manière de les qualifier. En tout cas, pour les gens de ma génération, on disait toujours les enfants des Blancs. Parfois, on disait demi-blanc, mzungunusu en swahili. Parfois, certains étaient l'objet d'insultes, l'objet d'agressions même. Mais globalement, dans les familles, en tout cas en ce qui concerne les familles qui m'étaient proches, globalement, ces enfants étaient considérés comme étant les membres de notre propre famille. Mais une fois de plus, comme la plupart d'entre eux étaient arrachés à leur maman, il n'y en avait pas beaucoup. Et justement, ces mères qui avaient perdu un enfant, elles en parlaient ou c'était tabou dans la société congolaise? Que ce soit la société congolaise, burundaise ou d'autres, ces mamans avaient tellement de chagrin, et même certaines sont mortes de chagrin, elles n'en parlaient pas beaucoup. Parce qu'elles étaient parfois à la risée des voisins. Vous avez un enfant de blanc, il est parti en Europe, est-ce qu'il ne vous aide pas? Qu'est-ce que c'est comme histoire? Ou alors vous nous cachez des choses. Et donc les mamans ont beaucoup souffert. Et beaucoup ont espéré jusqu'au bout. Et je suis très heureux que certaines d'entre elles aient pu retrouver leurs enfants. Je suis heureux que certains des enfants aient pu rechercher leur maman. Et j'espère que l'État va nous aider, que l'Église va nous aider à retrouver toutes ces mamans qui sont encore en vie, de manière à ce qu'il y ait une espèce d'apaisement. Alors dans votre livre, vous montrez aussi que les métis étaient craints par les colons belges à l'époque. Pourquoi? Alors, très rapidement, la plupart des puissances coloniales ont considéré que les métis n'étaient pas normaux. On disait par exemple qu'un métis est dépositaire de chromosomes paternels et maternels entre lesquels aucune fusion ne s'opère. Et donc c'était comme une espèce de monstre. On disait aussi que comme ils avaient une goutte de sang blanc, ils étaient à même de conduire des révoltes des populations noires. Ça vient en fait de la révolte des métis au Canada. Lui, Riel David, a mené une révolte dans le Manitoba. Et depuis lors, on a cru que tous les métis allaient se révolter. Et donc, très vite, on a considéré qu'ils étaient une menace à la pérennité du système colonial, mais surtout au prestige racial. Alors, ça fait maintenant 30 ans que vous vous consacrez à cette question. Ça veut dire quoi? Qu'il y a encore beaucoup de champs à explorer? Bien sûr, la dernière livre de mon livre, d'ailleurs, dit que cette page est une page ouverte et qu'elle doit encore être explorée. Et je me réjouis de voir qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui font des thèses de doctorat sur le sujet. Il y a des documentaires, il y a des romans, et je me dis, tant mieux. Et j'espère que les archives que moi, je n'ai pas pu consulter il y a 30 ans pourront être accessibles maintenant pour qu'on puisse faire encore un travail plus fouillé, parce qu'il y a des documents qui étaient classés. Il faudra qu'on les déclasse pour que les chercheurs puissent continuer à travailler dessus. Alors une dernière question, vos propres enfants sont métis aujourd'hui, alors de racines congolaises, belges, italiennes. Comment vous arrivez à leur transmettre cette histoire douloureuse de la colonisation entre la Belgique notamment et
la RD Congo? Alors, j'ai pas besoin de la leur transmettre parce que les métis de la génération de mes enfants vivent eux-mêmes des discriminations, vivent eux-mêmes des attitudes qui leur demandent s'ils sont normaux ou pas normaux. Nos propres enfants, mes propres enfants, peuvent aussi être l'objet de traumatismes transgénérationnels que je ne comprends pas parce que je ne suis pas psychologue. Mais dans ma famille, avec mon épouse, très vite, on a pris un certain nombre de rituels. C'est d'une part ce qu'on appelait le tour de parole. À chaque repas, tous les enfants avaient le droit à la parole sans être interrompus et nous avions régulièrement une réunion de famille. Et mes enfants savent que chaque fois que je fais allusion à un argument de type culturel, c'est que je suis en train de mentir. Mes enfants sont assez particuliers aussi. Ils n'aiment pas la propagande, ils n'aiment pas l'endoctrinement, ils veulent l'exemplarité. D'accord. Et donc, merci. Tous les débats sur la colonisation, on les partage, on discute. Il y a à la maison à peu près 2500 livres qui leur sont accessibles aussi. Merci beaucoup Assoumani Boudagua d'avoir accepté notre invitation. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur le sujet, je vous invite à consulter notre dossier sur notre site internet.